moi, une comparaison Védrine-Forisson me choquerait pas. Je repense à chaque fois en fait, à l'éloge funèbre de Jacques Chirac qui nous disait que ces militaires ne seraient jamais oubliés. Et encore une fois, pendant 16 ans, on a été complètement oubliés, complètement délaissés. Notre nation a soutenu, porté à bout de bras, soutenu militairement, financièrement, politiquement, un régime raciste qui a commis un génocide et qui a entraîné la mort d'1 million d'êtres humains en 3 mois. La justice anticorruption a fermé les yeux sur ce dossier manifestement trop sensible qui était susceptible de concerner 2 présidents de la République, François Hollande et Emmanuel Macron. La France se rend-elle complice de crimes de guerre? Très possiblement. Est-ce qu'Hubert Védrine est un négationniste? Oh bah oui, oui, évidemment. Enfin, pour moi, il n'y a aucune discussion. C'est un négationniste et c'est surtout un triste cire. Qui n'en est pas inquiété, pourtant. Oui, mais c'est un triste cire. Enfin, c'est quelqu'un qui use d'une parole d'autorité avec un pseudo-aplomb et une arrogance parfois absolument incroyable et qui vous énonce des supposées évidences, l'air de pas y toucher, et qui en fait fait tout pour que personne ne puisse rien comprendre, et qui de fil en aiguille se retrouve presque dans un rôle à la Forisson, ou voilà, je veux dire que moi une donc comparaison, négationniste de la Shoah. Négationniste de la Shoah, mais moi une comparaison Védrine-Forisson me choquerait pas, enfin me choque pas, je le dis tel que, me choque pas, parce que lorsqu'on reprend l'ensemble de ses propos sur 20 ans, lorsqu'on reprend toutes ses interventions, il dit des choses, mais incroyables, insupportables, inadmissibles. Et d'autant plus inadmissible que l'on parle d'un homme qui prétend s'exprimer au nom de la France, pour défendre la France, son honneur. Mais c'est pas possible. C'est un gars qui est en train de ravaler l'histoire en permanence. Et lorsqu'on lui pose vraiment les questions, il devient d'une tension absolument incroyable. C'est presque comme si les poils se dressaient sur sa peau dès qu'on lui parle du Rwanda. Enfin, là, stop, quoi, qu'on arrête un peu ce cinéma. Je comprends pas que les gens ne lui posent pas la question plus directement. Comment se fait-il qu'en 20 ans, les questions n'aient juste pas été posées directement à des gens qui donnent l'impression d'avoir licence de dire tout et n'importe quoi sur des sujets qui sont quand même... Est-ce que vous avez appris des choses déjà pendant cette première journée? Bien déjà, quand on est arrivé devant la cour d'assises ce matin, je me suis retournée, j'ai regardé donc, mes frères et ma maman et je leur ai dit « ça y est, on y est ». On n'y croyait finalement plus parce que toutes ces années sont passées. Bon, l'année dernière, le procès a été reporté du fait de la pandémie et on avait l'impression qu'il y avait tout le temps quelque chose qui faisait en fait que ce procès n'aurait finalement pas lieu. Après, ça a été quand même difficile d'entendre ce gendarme parce qu'on s'est retrouvé vraiment en fait propulsé en Côte d'Ivoire en date du 6 novembre. Et je pense que les interventions qui vont avoir lieu durant les prochains jours vont être aussi difficiles à entendre parce qu'il y a des éléments forcément dont on n'avait pas la connaissance, notamment quand lui a constaté les personnes décédées, dans quelle posture il se trouvait. Enfin, c'est des choses qui sont douloureuses, forcément, à entendre. En un mot, comment vous qualifiez cette affaire, Maxence? Un scandale pour moi. Des militaires français sont morts à l'étranger et on n'a pas en fait le soutien de l'État qu'on estime en fait recevoir. Je repense à chaque fois en fait, à l'éloge funèbre de Jacques Chirac qui nous disait que ces militaires ne seraient jamais oubliés. Et encore une fois, pendant 16 ans, on a été complètement oubliés, complètement délaissés de la part de l'État. Pas de soutien particulier, en tout cas au niveau de l'enquête. Les soldats français qui ont péri ce jour-là sont complètement oubliés. Si on a des soupçons en fait, envers certains ministres, qu'on laisse au moins enquêter et s'ils sont vraiment en dehors de tout, qu'on puisse les innocenter, si tel est le cas. Aujourd'hui, on ne nous laisse pas la chance en fait, de le faire. S'ils se présentent au procès, qu'attendez-vous de leur témoignage? Déjà, on ne va pas attendre grand-chose de Michèle Alliot-Marie, qui a déjà décidé qu'elle ne viendrait pas. C'est ça, elle a fait savoir qu'elle ne se présenterait pas, et le parquet, lui, a fait savoir qu'il la reconvoquerait.
Donc, alors, le fait qu'elle décide d'ailleurs de ne pas se présenter, sur le cas de Michèle Alliot-Marie, qu'est-ce que ça vous fait réagir comment ? Encore par la colère. Et je trouve ça encore une fois scandaleux. Enfin, c'est vraiment le mot qui pourra qualifier de toute façon cette affaire. Pour moi, je ne vois pas pourquoi elle ne viendrait pas. C'est quand même une citation à comparaître. Elle est citoyen au même titre que moi. Je suis convoquée. Je me rends au tribunal. Je ne vois pas pourquoi elle serait au-dessus des lois. Dominique de Villepin, a priori, viendra. Michel Barnier aussi. En tout cas, ils n'ont pas dit qu'ils ne viendraient pas. Qu'est-ce que vous attendez de leur témoignage ? Qu'ils puissent se livrer et dire ce qu'ils ont à dire. On attend quand même beaucoup de leurs témoignages et je pense que c'est le moment, parce qu'il n'y en aura peut-être pas d'autres, où ils pourraient justement dire la vérité et puis nous faire entendre les raisons de ce fameux pourquoi qui surplombe. Notre nation, la France, via ses dirigeants d'alors, et en particulier son président de la République, François Mitterrand, notre nation a soutenu, porté à bout de bras, soutenu militairement, financièrement, politiquement, un régime raciste qui a commis un génocide et qui a entraîné la mort d'1 million d'êtres humains en 3 mois. Et j'aimerais en fait insister sur cette notion de génocide parce que c'est pas... quand on dit notre pays est lié à un génocide, on a l'impression, oui, notre pays a encore fait quelque chose de mal, c'est... une faute de plus, tout ça. Non, là on parle de quelque chose d'extrêmement spécifique. C'est pas notre pays a participé à la répression de tel ou tel mouvement démocratique ou notre pays a eu une attitude néocoloniale pillant les ressources naturelles de tel ou tel État. Là on parle de quelque chose de différent en nature. C'est pas la France-Afrique habituelle, c'est pas le néocolonialisme habituel. C'est la politique décidée par le sommet de l'État français qui a permis une extermination en Afrique, au Rwanda, mais qui n'a pas eu lieu 50 fois, qui a eu lieu peut-être 3 ou 4 fois dans l'histoire humaine. Donc là, on touche à quelque chose de fondamental, et normalement, quand vous apprenez que votre pays est co-responsable d'une histoire telle que celle-ci, est impliqué dans un génocide, eh bien, ça devrait être un scandale. Ça devrait être l'émoi collectif, ça devrait être le cœur du débat aujourd'hui en France. Et malheureusement, ça ne l'est pas. Les Rafale Papers, c'est un ensemble de documents que révèle Mediapart et qui renforce les soupçons d'une vaste affaire de corruption derrière un énorme contrat, la vente de 36 chasseurs Rafale par la France à l'Inde. Surtout, avec les Rafale Papers, Mediapart démontre que cette affaire a été enterrée à la fois par la justice et l'Agence française anticorruption au nom de la raison d'État. Le Rafale, c'est l'avion de chasse de l'armée de l'air fabriqué par Dassault, l'une des sociétés les plus influentes de France. Cet avion, la France et Dassault veulent absolument l'exporter, notamment à l'Inde. Après des années de négociations, le 23 septembre 2016, c'est chose faite. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, signe le contrat avec son homologue indien et en présence du PDG de Dassault, un gigantesque contrat à 7,8 milliards d'euros sur la vente de 36 Rafales, tous fabriqués en France. C'est un grand succès pour Dassault et ses partenaires industriels comme Safran, Thales et MBDA, mais aussi pour le président socialiste François Hollande et 2 de ses ministres, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, et Emmanuel Macron, qui était à l'époque ministre de l'économie. L'image est très belle, mais les coulisses de ce contrat sont compromettantes. Exemple. En octobre 2018, les comptes de Dassault sont contrôlés par l'Agence française anticorruption. Les inspecteurs tiquent sur un étrange paiement de 500 000 euros, inscrit comme un cadeau à la clientèle. Pour justifier ce paiement, Dassault explique que c'est l'acompte, en fait la moitié des sommes à verser pour 1 million d'euros pour l'achat de 50 maquettes de Rafale. Le problème, c'est que Dassault achète des maquettes de ses propres avions et qu'il est incapable de justifier aux inspecteurs que ces maquettes ont été livrées. 500 000 euros, c'est énorme pour un cadeau, d'autant que la jurisprudence dit que quelques centaines d'euros peuvent suffire à caractériser des faits de corruption. Contre toute logique, l'Agence française anticorruption n'a pas signalé ces faits à la justice. Contactés par Mediapart, ni l'Agence anticorruption, ni Dassault ne nous ont répondu. La société qui est supposée avoir fabriqué ces maquettes pour Dassault s'appelle Dev6. C'est une société indienne qui non seulement
n'est pas du tout spécialisé dans ce genre de choses, mais qui en plus appartient au clan Gupta, des intermédiaires indiens bien connus de la justice, puisque l'un des membres de la famille est mis en examen en Inde dans une autre affaire de vente d'armes. Et c'est ce même intermédiaire, Sushen Gupta, qui a aidé Dassault pour le contrat des Rafales. Quand l'Inde annonce qu'elle va conclure un contrat pour 36 Rafales, Eurofighter, le concurrent malheureux de Dassault sur l'appel d'offres, tente de revenir dans la course en proposant un rabais de 20%. C'est là que Sushen Gupta intervient. Mediapart révèle que l'intermédiaire s'est procuré des documents confidentiels du ministère de la Défense indien, par exemple cette fameuse offre d'Eurofighter avec le rabais de 20%. Ce document aide Dassault à revoir son offre à la baisse et à décrocher in fine le contrat. 6 mois plus tard, Sushen Gupta est récompensé. Dev6 Solutions, la société qui appartient à sa famille, reçoit 1 million d'euros de Dassault officiellement pour fabriquer les 50 maquettes. Mediapart s'est procuré de nombreux documents issus du dossier d'enquête de l'Enforcement Directorate, qui est l'agence indienne de lutte contre le blanchiment. D'après ces documents, Dassault aurait versé plusieurs millions d'euros de commissions occultes à Sushen Gupta via des sociétés écrans à Singapour et à l'île Maurice. Et Thales, contrôlé par Dassault et l'État, aurait acheté pour 2 millions d'euros de rapports à l'intermédiaire via une société boîte aux lettres à Dubaï. Les enquêteurs indiens soupçonnent qu'une partie de ces commissions aurait pu être reversée sous forme de pots de vin. C'est ce que suggère une note de l'intermédiaire Sushen Gupta. Il s'agit d'un argumentaire de septembre 2012, manifestement destiné à préparer un rendez-vous avec Dassault à Paris. Selon cette note, l'intermédiaire aurait distribué de l'argent à des officiels indiens, mais Dassault n'aurait pas compensé ces paiements. Le risque est pris. Vous avez un agent, on a payé. Maintenant, faites en sorte que tout soit légal et propre. Pas d'argent, pas de décision. Vous êtes content parce que j'ai dépensé de l'argent. Et maintenant, vous êtes fâché parce que vous devez payer. Vous n'auriez pas dû commencer. Maintenant, vous devez finir. L'intermédiaire assure qu'il n'y a aucun risque. Le cash vient d'ailleurs et n'est pas connecté. Alors où est le problème? La suite de la note est encore plus explicite. Je ne peux pas m'arrêter maintenant, c'est trop tard. Je dois de l'argent et des promesses à des gens. Des gens en fonction demandent de l'argent. Si on ne paye pas, ces gens vont nous mettre en prison et là on sera vraiment fini. Le deal sera abandonné. Lorsque l'Inde décide d'acheter 36 Rafales, la société Reliance, détenue par Anil Ambani, un milliardaire très proche du Premier ministre indien, est imposée à Dassault. Mediapart l'avait déjà révélé, c'était une contrepartie impérative et obligatoire pour que Dassault décroche le marché. Reliance est en mauvaise santé financière et pas du tout spécialisée dans l'aéronautique. Deux faits troublants concernant cette société auraient pu intéresser le parquet national financier. D'abord, Reliance a bénéficié d'un arrangement fiscal très favorable en 2015, comme l'avait révélé Le Monde. Au lieu d'un redressement de 151 millions d'euros, la société n'a payé finalement que 7 millions, c'est 20 fois moins. À l'époque, c'est Emmanuel Macron qui est ministre de l'économie, et selon Le Monde, le patron de Reliance l'aurait rencontré pour qu'il intervienne en sa faveur auprès du fisc français. Autre fait troublant, pile au moment où François Hollande arrive en Inde le 24 janvier 2016, Reliance annonce avoir financé pour 1,6 million d'euros un film coproduit par la compagne du chef de l'État, l'actrice Julie Gaillet. Le parquet national financier a été alerté à 2 reprises par l'ONG anticorruption Sherpa et s'est penché sur le dossier. Rien du tout. En juin 2019, la patronne du parquet national financier, Eliane Houlette, classe sans suite pour absence d'infraction, et ce, contre l'avis d'un de ses adjoints qui était chargé de l'enquête. Selon nos informations, ce procureur adjoint a refusé de signer le classement sans suite. Il a dit en interne qu'il aurait été incapable de le motiver. Eliane Houlette n'a fait aucune vérification. Tout ce qu'elle a fait, c'est de recevoir en off dans son bureau l'avocat de Dassault sans rédiger de procès-verbal. Concernant la possible intervention de Macron en faveur du partenaire indien de Dassault, la patronne du PNF s'est là encore contentée d'un coup de fil informel. Elle n'a demandé aucun document officiellement à Bercy. Dans Paris Match, Eliane Houlette avait évoqué la raison d'État. On ne peut quand même pas tirer partout. Il faut bien peser les choses, préserver les intérêts de la France, la marche des institutions. Contactée, Eliane Houlette a refusé de répondre à nos questions. Dans l'accord intergouvernemental entre l'Inde et la France au sujet de la vente des 36 Rafales, il y a des annexes. Ces annexes, ce sont les contrats avec les industriels comme Dassault et ses partenaires. Et dans ces annexes, normalement, il y a des clauses anticorruption qui sont obligatoires en droit indien. Ces clauses permettent à l'Inde de casser le contrat et d'avoir de très grosses indemnisations si jamais le vendeur, ici Dassault,
paye des commissions à des intermédiaires pour influencer des politiques ou des fonctionnaires indiens. Eh bien, ces clauses, elles ont été retirées des annexes à la demande des industriels français, par 2 fois, en forçant la main aux Indiens qui, eux, voulaient conserver ces clauses. Sur ce point, la réponse de Jean-Yves Le Drian, fort brève, nous a laissé perplexes. En aucun cas, nous ne validons les informations dont vous faites état. C'est une affaire majeure parce qu'elle révèle l'ampleur des manœuvres occultes qui ont eu lieu en coulisses pour décrocher un énorme contrat militaire à près de 8 milliards d'euros, et parce qu'elle montre aussi que la justice anticorruption a fermé les yeux sur ce dossier manifestement trop sensible qui était susceptible de concerner 2 présidents de la République, François Hollande et Emmanuel Macron. Agnès Calamard, la France se rend-elle complice de crimes de guerre ? Très possiblement, en effet. La responsabilité de la France est directement engagée dans la mesure où elle continue de vendre des armes, qu'elle le fait sans demander les garanties nécessaires et sans chercher les preuves que ces garanties soient mises en œuvre, c'est-à-dire que les armes ne vont pas être utilisées à des fins illégales. La responsabilité de la France est directement engagée dans ces crimes de guerre et dans les crimes contre l'humanité. Ça ne fait aucun doute.